Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le nom de la rose et le Moyen-Âge crèvent l'écran. En 1986, spectateurs et spectatrices s'installent dans la salle pour le dernier film de Jean-Jacques Hano. Arrivé au terme de ma vie de pauvre pêcheur, désormais chenu et vieilli comme le monde, je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse, vers la fin de l'année du Seigneur, 1327. L'aventure commence, pour ceux et celles qui regardent le film bien sûr, pour l'historien et l'historienne aussi. Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Quel est votre premier souvenir du nom de la rose ? Le fait que nous étions une équipe d'historiens autour de Jacques Le Goff, que les rapports avec l'équipe de Jean-Jacques Hano s'est bien passé. Nous étions en amont du tournage. Notre travail était un travail de documentation et de conseil. J'étais jeune, donc j'en garde un beau souvenir parce que c'était pas la première expérience. J'avais déjà été conseiller historique pour le film de Romer Perceval. Mais enfin, c'était d'une toute autre ampleur. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses, à la fois sur comment on fait un film, et puis, même dans mon travail d'historien, ça m'a fait réfléchir à nos méconnaissances, parce que le metteur en scène et son entourage posaient aux historiens des questions auxquelles les historiens ne savaient pas toujours répondre. C'est l'importance de discuter entre les disciplines, nous le savons bien, les disciplines universitaires et peut-être au-delà du champ universitaire. Pour poser les questions, il faut être confronté à un monde que l'on ne connaît pas. C'est ce qui s'est passé avec cette rencontre, qui n'est pas votre première rencontre, Michel Pastoureau, avec le cinéma. C'est cela, oui. D'ailleurs, Romer et Hano nous posaient des questions qui se ressemblaient, bien que leurs projets soient totalement différents. On s'est aperçu que ce qui est essentiel au cinéma, comme au théâtre d'ailleurs, ce sont les gestes. Et sur les gestes, à cette époque, les historiens étaient très peu savants, et notamment pour mettre en scène des images animées, alors que les historiens du Moyen-Âge n'ont que des images fixes, des millions de miniatures, certes, mais on ne sait jamais, par exemple, quand il y a deux personnes et un objet qui circule, qui donne et qui reçoit. Par exemple, on hésite souvent. Au cinéma, il faut pas hésiter. C'est intéressant ce que vous nous dites là, Michel Pastoureau, parce que grand spécialiste de l'image que vous êtes, vous mesurez la limite de ces images qui sont des sources pour comprendre le mouvement. C'est vrai que ces images du passé sont fixes. Dès lors, il y a tout un travail intellectuel de confrontation des sources aussi pour saisir ces mouvements. Voilà, les mouvements et d'autres choses. De mon expérience de conseiller, j'ai retenu que nous connaissions très bien, pour ce début du XIVe siècle, la culture matérielle, la vie quotidienne, les objets, le vêtement, etc. Nous connaissons assez bien les mentalités, les systèmes de valeurs, les croyances, les superstitions, l'imaginaire. Et puis entre les deux, il y a des zones qui sont un peu obscures, qui mériteraient d'être mieux connues, mais les documents font parfois défaut. Il y avait un problème budgétaire très intéressant. Par exemple, Jean-Jacques Hano avait besoin de savoir quand les moines avaient le capuchon sur la tête ou ne l'avaient pas. Parce que quand ils ne l'avaient pas, il fallait des figurants avec tonsure. Et tonsurer des figurants, ça coûtait plus cher. Soit que ce soit une vraie tonsure, soit un système artificiel qui fait croire à la tonsure. Donc il y avait un problème budgétaire. Nous, historiens, nous ne savions pas dire quand les moines avaient le capuchon sur la tête et quand ils ne l'avaient pas au réfectoire, à tel office, etc. On a interrogé de vrais moines qui ne savaient pas non plus. Il a fallu aller trouver de vrais spécialistes qui étaient hésitants. Ce qui est intéressant aussi dans cette réflexion, c'est que le cinéaste se pose des questions qui correspondent à l'évidence des contemporains du XIVe siècle. Au XIVe siècle, un moine savait exactement à quel moment mettre ou enlever son capuchon. Cela a été oublié et surtout n'a pas laissé de traces. Comment, Michel Pastoureau, l'historien peut partir à la quête de ces informations dans les sources? Les sources sont souvent silencieuses sur ces questions-là. Il faut croiser toutes sortes d'informations. Il faut être un peu spécialiste de documents très variés sans en trahir aucun. Croiser texte et images, s'intéresser au vocabulaire,
Moi qui suis médiéviste, je sais bien que le vocabulaire latin est beaucoup plus précis que le vocabulaire en langue vernaculaire, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Donc l'histoire des mots, c'est par là qu'il faut commencer, mais comme je suis historien des images, je sais qu'il ne faut pas étudier une image isolément, mais toujours des séries et en tirer un certain nombre d'informations et accepter l'idée qu'on ne sait pas tout. Accepter aussi l'idée que nous sommes tributaires, je ne sais pas si ce mot a une portée négative, de toute la représentation véhiculée depuis des siècles autour d'une période historique, en l'occurrence si elle est si longue, le Moyen-Âge, vous nous l'avez dit, Michel Pastoureau, vous avez été conseiller historique pour le film Perceval le Gallois d'Éric Rohmer. C'est la première envie que j'ai eue de faire du cinéma. Je crois qu'elle remonte à l'âge de 6 ou 7 ans, ou peut-être un peu plus. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne savais pas très bien ce que c'était que le cinéma d'ailleurs. J'avais pas vu beaucoup de films. Mais enfin, mon premier rêve, ça a été un rêve de Moyen-Âge. Et je crois d'ailleurs qu'on est toujours très sensible au Moyen-Âge. Et que les enfants d'aujourd'hui sont très sensibles à cette époque. Et malheureusement, le Moyen-Âge tel qu'on le représente en général n'a rien à voir avec le vrai Moyen-Âge. On le représente comme une période sombre, sauvage, triste. Alors que le Moyen-Âge a ses côtés qui sont au contraire extrêmement riants, extrêmement gais, extrêmement clairs. Nous étions en 1979 quand Éric Rohmer, dans l'émission Ciné-Regard, s'exprimait à propos de son film Perceval le Gallois, pour lequel vous avez été conseiller historique, Michel Pastoureau. Quel souvenir gardez-vous de l'approche historique d'Éric Rohmer? Il était très pointilleux, toujours cette volonté d'être au plus près d'une réalité fantasmée. Oui, il était très pointilleux. Je me souviens que moi j'ai été timide, j'avais 29 ans, mais lui était aussi par certains côtés assez timide et d'une timidité intimidante pour l'interlocuteur. Donc nos échanges, qui avaient duré quelques jours, très en amont du film, n'ont pas toujours été faciles, d'autant qu'il réfléchissait longuement, il était un peu avare de sa parole, prenait énormément de notes. Enfin, c'était une expérience évidemment passionnante, d'autant que j'aimais déjà beaucoup ses films. Un de mes films préférés de Rohmer s'appelle La boulangère de Monceau. C'est un court-métrage du début de la carrière de Rohmer, parce que je préfère à tout dans le cinéma français. Et donc j'étais impressionné d'être avec ce grand monsieur. Mais ça s'est quand même bien passé, sauf que nous avons discuté beaucoup des vêtements, des couleurs, des armoiries, des principaux personnages, etc. Et puis quand il m'a invité à la première projection, j'ai vu qu'il avait tenu très très peu compte de tout ce que nous avions dit. Notamment, je me souviens, je lui avais dit surtout pas de violet, ce n'est pas une couleur médiévale et il y a du violet partout. Ah oui. Il l'a fait exprès, je ne sais pas. Il a violé vos conseils. Michel Pastoureau, dans ce que nous écoutions d'Éric Rohmer, il y a l'évocation de l'enfance. Combien les enfants sont sensibles au Moyen-Âge. Mais vous-même, avant d'être conseiller historique pour des films, avant d'avoir été étudiant, quelque chose vous a conduit au Moyen-Âge. Nous le savons bien, quand nous sommes gamins, rarement nous lisons des livres d'universitaires directement. Il y a des vecteurs qui nous conduisent vers des différentes périodes, quelque chose qui nous attire plus ou moins. Pour vous, Michel Pastoureau, vous avez des souvenirs de films qui vous ont donné cette appétence du Moyen-Âge? Ah, c'est même un film qui a fait de moi un médiéviste, c'est assez banal d'ailleurs dans ma génération. Jusqu'à l'âge de 7 ans, j'aimais bien les cow-boys, et à partir de 7-8 ans, j'ai préféré les chevaliers aux cow-boys, parce que j'avais vu au cinéma, dans une petite station balnéaire bretonne, le film de Richard Thorpe, Ivanhoe, d'après Walter Scott. Ivanhoe, 1952, avec Elizabeth Taylor, toute jeune et magnifique. Et la grand-mère d'un copain, de camarade de plage, tenait le cinéma paroissial, et donc nous jouions les ouvreuses chaque soir, c'est-à-dire qu'on vendait les esquimaux et qu'on s'en gavait, et pendant donc toute une semaine, j'ai vu le film Ivanhoe de Richard Thorpe, qui naturellement pour moi est resté le plus beau film de toute l'histoire du cinéma. Autrefois, les spécialistes du cinéma américain faisaient un peu la fine bouche. Aujourd'hui, on considère que c'est quand même un très grand film hollywoodien avec la plus belle attaque de château fort de toute l'histoire du cinéma. Plus tard, mon œil évidemment a fini par voir que Thorpe avait un peu mélangé la fin du XIIe siècle où se passe l'histoire et le XVe siècle pour les joutes, par exemple. Enfin, c'est fréquent au
au cinéma, mais c'est vraiment le cinéma qui a fait de moi un médiéviste, et je n'ai lu le roman de Walter Scott, un des plus grands succès de librairie de tous les temps, que plus tard, Nature adolescent, avec une version raccourcie, puis adulte, et j'ai imposé à mes étudiants un séminaire de 3 années à l'école pratique des hautes études sur l'Ivanhoé de Walter Scott, et un peu sur celui de Richard Thorpe. Mais qui propose d'ailleurs dans ce film de 1952 une vision du Moyen-Âge en Technicolor. Oui, les couleurs sont très importantes parce que les personnages principaux se distinguent beaucoup par la couleur de leurs vêtements. Bois-Guilbert est toujours en bleu ciel et blanc, Brassy est toujours en rouge et jaune, Front de Bœuf dans une espèce de rouge marron. Enfin, bref, il y a un code coloré. Les conseillers historiques pour les vêtements, les couleurs, les armoiries étaient de grande qualité parce que moi qui suis devenu spécialiste de ce genre de choses, je n'ai pas vu beaucoup d'écart avec ce qu'on pouvait voir pour la fin du XIIe siècle. De ce point de vue-là, c'est très bien fait. Et il faut le dire, la version française, pas dans la langue originale, mais en français, est de grande qualité. C'est une très belle langue. Je ne sais pas qui a fait la traduction-adaptation, mais elle est très belle à l'oreille. Et puis dans cette image du Moyen-Âge, il y a celui d'Ivanhoé 1952 en couleur, et puis il y a tout un autre secteur du Moyen-Âge qui est celui du nom de la rose, où nous sommes riches de couleurs, mais un peu plus monochrome. Il y a cette transition à laquelle on assiste, et vous l'avez vu, Michel Pastoureau, autant dans Ivanhoé en 1952, vous le spécialiste des couleurs, vous avez de quoi vous régaler. Dans le nom de la rose, la couleur est parcimonieuse, c'est autre chose. Oui, et moi j'ai été conseiller couleur sur ce film, mais on peut considérer que la couleur maniée avec parcimonie, c'est encore de la couleur, et ça pose des problèmes de la couleur. Hannaux avait une vision un peu misérabiliste des personnages qu'il mettait en scène, notamment les paysans, peut-être excessif même pour cette première moitié du XIVe siècle, mais les couleurs quand même aidaient à distinguer les moines et les religieux. Il y avait du côté des moines les bénédictins et les cisterciens, des religieux, il y avait les dominicains et les franciscains. Donc l'habit et la couleur de l'habit fait quand même le moine ou le frère. Donc il y a un code sous-jacent, enfin j'espère, puisque c'est moi qui étais responsable. Mais l'ensemble, évidemment, a une dominante assez sombre, et le marron, par exemple, est une couleur dominante. Et puis, ce n'est pas un hasard, et il faut le citer parce que c'est essentiel à la compréhension de ce film, Le nom de la rose, c'est l'ouvrage d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Voilà, et Umberto Eco d'ailleurs était venu aider à la préparation, et chaque fois qu'il était là, c'était impossible de travailler sérieusement parce que il plaisantait tout le temps. C'était un homme d'une agilité d'esprit extraordinaire, je le trouvais très sympathique, moi. Mais évidemment, il fallait rester fidèle à certains passages du livre, en tout cas, et à la trame générale, même si ici ou là, le metteur en scène a pris quelques libertés. C'est normal pour un metteur en scène. Donc, c'est pas un Moyen-Âge rose que le livre et le film mettent en scène. Hein. C'est un Moyen-Âge sombre, et c'est pas une date qui est choisie au hasard. 1327, c'est au fond le moment où tout change. C'est-à-dire après 3 siècles de prospérité, d'essor démographique et économique, depuis l'an 1000 à peu près, on entre dans une période sombre. Ça commence par le climat qui se déglingue, et puis les guerres civiles, les épidémies, les famines, plus tard les guerres religieuses. L'Occident entre pour 4 siècles dans une période très très sombre, de ces années 1320 jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et c'est la fin du Moyen-Âge qui est agitée par toutes sortes de crises. Ça commence par là, oui, c'est vrai. Et le film le montre très très bien. Et le choix d'Umberto Eco du XIVe siècle pour développer son intrigue précisément en 1327 est vraiment choisi avec justesse, mais chaque signe est important. Umberto Eco qui enseigne la sémiotique, cet art des signes, il fait écho d'ailleurs un peu à vos travaux, ou l'inverse, vos travaux font écho à son travail. Tout est signe au Moyen-Âge, c'est ça qui est très important. Tout est signe, en tout cas pour la lecture de Pastoureau et d'Umberto Eco. Peut-être qu'on fait un peu de surlecture, mais non, tout est signifiant. Rien n'est ésotérique, ce sont des signes qui font partie de la vie quotidienne et de la sensibilité générale. Et il y a toujours l'idée que
derrière les choses apparentes, il y a des choses cachées. Donc, je suis spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, donc sur les couleurs, les animaux, les végétaux, les objets, les gestes, les nombres, les formes, l'organisation de l'espace, etc. Rien n'est jamais gratuit. Tout est signe, Umberto Eco. Le Moyen-Âge était une époque affolée par la signification, plus que nous, même si nous avons la télévision, le téléphone. Chaque élément de la réalité, de la nature était lu comme un signe. Il y avait une situation hallucinatoire. Dans l'époque où je raconte, cette attitude envers les signes était en train de se laïciser. Comme mon personnage fait, on commençait à interpréter les signes d'une façon, c'est moi dire, moderne, les signes naturels. On n'était plus dans l'état d'âme symbolique. Mais il y a des autres personnages qui sont encore dans cet état d'âme. Donc, je me trouvais, en choisissant le début du XIVe siècle, dans une situation assez intéressante sur le clivage entre deux univers et deux façons de lire le monde. Mais on lit toujours le monde, même aujourd'hui, comme un livre. Voilà, pour un livre, pour un film, on lit toujours Le Monde, Umberto Eco, qui s'exprimait au moment où il a reçu le prix Médicis étranger. C'était en 1982. Simon Hasenteufel, bonjour. Bonjour. Alors, changement de génération, vous êtes doctorant en histoire médiévale à Sorbonne Université. Mais ce qui est passionnant dans cette histoire, ce regard porté sur le cinéma qui retranscrit une forme de Moyen-Âge, c'est qu'en soi, nous avons une histoire aussi à décrypter. Il y a une histoire à écrire du Moyen-Âge au cinéma. Quelle place a le nom de la rose dans cette histoire ? Alors c'est très intéressant parce que en fait la citation de Romer que vous avez passée tout à l'heure détonne assez dans le paysage cinématographique relatif au Moyen-Âge. Romer défend un Moyen-Âge plutôt chatoyant, plutôt lumineux, et ça c'est assez original parce que le film Dano, Le Nom de la Rose, comme l'a bien dit Michel Pastoureau, c'est tout l'inverse. C'est un Moyen-Âge qui est extrêmement sombre, extrêmement obscurantiste aussi. Donc là, on est dans les clichés qui continuent d'être véhiculés encore aujourd'hui sur cette période. Et c'est là qu'il y a un véritable paradoxe, à mon avis, qui se loge dans l'œuvre cinématographique d'Hannot, dans son adaptation du roman de la Rose. Ce paradoxe, c'est que d'un côté, on a un désir d'authenticité, ce pourquoi Hannot a recouru à l'aide d'une équipe d'historiens chevronnés, et de l'autre, on a une interprétation très libre du Moyen-Âge, avec cette espèce de projet artistique, esthétique, d'appuyer sur son côté sombre, son côté obscurantiste, avec en fait des objectifs très contemporains. Il veut faire allusion à tout un tas de thématiques contemporaines de son époque, des années 1980, sur lesquelles on va peut-être revenir. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Hannot, au moment où il fait son film, s'inscrit dans cette histoire du cinéma, mais plus globalement de la vision du Moyen-Âge au cinéma. Et vous nous dites, Simon Hasenteufel, qu'il faut mettre un peu d'obscurantisme, il faut du sombre, il faut de la boue, il faut des pauvres, il faut des gens édentés. C'est presque un peu la liste de tous les clichés nécessaires pour une représentation du Moyen-Âge tel que on veut nous l'imposer, alors partout quand on parle du cinéma, ça va complètement. Et puis c'est encore, une image du Moyen-Âge qui accourt aujourd'hui dans plusieurs œuvres de fiction. Bien sûr, l'une des plus connues du grand public, Le Trône de Fer, Game of Thrones, reprend énormément cette idée du Moyen-Âge obscurantiste. Alors d'ailleurs, il y a la violence de la série a pu être pointée, et l'auteur, J.R.R. Martin, se défend en disant oui, mais je ne fais que décrire une période qui s'inspire, un univers qui s'inspire de la période médiévale, donc c'est tout à fait normal que ce soit violent. Comme si, par essence, cette période médiévale était violente. Alors que, certes, de la violence, il y en a, tout comme il y en a dans notre propre période, voire peut-être même plus, est-ce que ça peut se mesurer, c'est une autre histoire, mais dans tous les cas, il y a ce cliché qui fonctionne à plein, et qu'on retrouve beaucoup, même le très récent film de Ridley Scott, Le Dernier Duel,
propose peut-être une lecture peut-être un peu plus nuancée, pétrie des enjeux contemporains, notamment autour du féminisme, mais par contre, sa vision du Moyen-Âge, elle reste en effet très sombre. Les paysages sont très gris, sont très ternes, les populations sont souvent pauvres. Les populations paysannes aux abords de Paris, dans le film, on a l'impression qu'elles vivent dans des huttes du néolithique, et c'est pareil dans le film de Jean-Jacques Hano. C'est même assez choquant, la description des paysans, des populations paysannes, c'est vraiment le misérabilisme le plus absolu. Mais à nouveau, ça sert aussi le projet, la vision politique que Hano veut transmettre dans son film, et qui en fait est un petit peu imprégné de l'idée de lutte des classes. Il veut mettre en scène un petit peu cette idée-là dans son film. Eh ben justement, le mieux, c'est sans doute de laisser la parole aux acteurs même du Nom de la Rose, le film de Jean-Jacques Hano. Vous nous parliez, Simon Hasenteufel, de lutte des classes. Voyons voir, illustration. Remigio de Varagine, niez-vous la confession de votre complice? Non, je ne la nie pas. J'en suis fier! Pendant les 12 années que j'ai vécues ici, je n'ai fait que me remplir la panse, tremper ma trique et extorquer la dîme à des paysans démunis. Mais aujourd'hui, vous me donnez la force de me rappeler ce en quoi j'ai cru de toute mon âme. Et de cela, je vous remercie. Vous me remerciez de vous rappeler qu'allègrement vous avez brûlé et pillé les biens de l'Église? Oui, pour les rendre à ceux que vous avez dépossédés en premier lieu. Et n'avez-vous pas aussi massacré bon nombre d'évêques et de prêtres? Si. Et je vous étranglerai tous de mes mains si on me laissait faire. Un extrait des Noms de la Rose. Alors bien sûr, cette lutte des classes peut transparaître avec le rapport qu'il y a entre les moines et la population autour du monastère, mais la lutte des classes, évidemment, c'est un anachronisme. Marx n'est pas encore là, mais ça tombe bien, Michel Pastoureau, parce que nous pouvons utiliser la notion d'hérésie. Oublions la lutte des classes, même si c'est là, mais dans la contestation même d'un pouvoir puissant, c'est ça qui est passionnant dans Le Nom de la Rose. C'est que le spectateur que j'ai été se sent intelligent, comprend les querelles d'hérésie, de dogmes du Moyen-Âge. C'est aussi une force du roman sans doute, mais du film. Oui, même si le film a un peu simplifié par rapport au roman qui est, pour un profane, compliqué. Ces querelles de moines et de religieux autour de la pauvreté, de l'excès de pauvreté, notamment chez les franciscains. Il y avait des franciscains extrémistes qui pratiquaient une pauvreté extrême, et celle-ci a été ressentie comme une sorte d'hérésie. On a même reproché d'ailleurs à Saint Louis, à la fin de sa vie, de s'habiller trop modestement pour un roi, et on y a vu presque une forme d'orgueil, vouloir être un saint de son vivant. La même chose a touché un certain nombre de franciscains au début du XIVe siècle. Eco explique tout cela avec beaucoup de finesse dans son livre. C'est un peu compliqué à faire passer sur un écran, mais il en reste quand même quelque chose. Et à côté de la lutte des classes, il y a la lutte des moines, à la fois pour le pouvoir, mais aussi du point de vue idéologique. Et puis, les historiens savent bien que le monde de l'évêque, ce n'est pas le monde de l'abbé, que chez les moines noirs bénédictins sont pas les moines blancs, les cisterciens, et que les moines, ce ne sont pas les religieux, dominicains et franciscains, c'est encore un autre monde, ils vivent parmi les laïcs. Tout ça est très clair pour les historiens, mais pour le grand public, ça ne l'est pas du tout. Et tout ça, c'est la même chose, moines, religieux, l'évêque, l'abbé, tout ça, c'est l'Église. Et donc, il faut faire un travail pédagogique qui doit aller assez loin pour expliquer cela à partir du Nom de la Rose. Vous l'avez vécu, vous, Michel Pastoureau, dans les coulisses, dans ce travail de réflexion sur comment faire passer le Moyen-Âge. Tout s'est bien passé, justement, il n'y a pas eu des blocages. C'est le problème toujours, nous le savons, historiens, historiennes qui défendent leur sujet, favorisent la nuance, parce que rien n'est simple, mais parfois le média, en l'occurrence le cinéma, n'accepte pas la nuance.
Oui, l'historien doute, c'est même son métier, de douter. Il ne sait pas tout, il le sait, il émet des hypothèses et surtout il pratique la nuance, comme vous le dites. Au cinéma, on ne peut pas, faut trancher. Et bien sûr, ça n'est pas toujours facile, mais il faut accepter ce choix. Le cinéma, ça n'est pas une étude historique poussée, ce n'est pas un doctorat, pardonnez-moi Simon. Et donc, voilà, moi je l'ai accepté. Je me souviens que quand j'ai travaillé avec Éric Rohmer, il m'avait fait part de son idée de traduire en vers français moderne les vers de Chrétien de Troyes de la fin du XIIe siècle. Je trouvais que c'était une très très mauvaise idée, mais j'ai pas eu le courage de le lui dire. J'étais jeune et timide, et donc il l'a fait. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup servi son film. Bon. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut écouter l'avis des historiens. Simon Hasdenteufel. Oui, il y a un véritable, je pense, enjeu pédagogique. Alors là, je parle peut-être en mettant un peu la casquette d'enseignant, on va dire, mais il faut vraiment faire ce distinguo entre deux objets différents, l'objet historique, scientifique, d'un côté, et de l'autre côté, l'objet artistique et ici cinématographique. Et en fait, qu'un film, qu'un roman déforme la réalité historique, après tout, ce n'est pas si grave que ça. Ce qui compte, c'est quel est un peu le projet esthétique, artistique derrière. Et en fait, ce que nous, historiens, historiennes, on doit essayer d'apprendre le plus possible à l'école, dans l'enseignement, dans l'éducation populaire, c'est à faire cette distinction, à dire que lorsque l'on regarde un film, ça peut être une merveilleuse porte d'entrée dans une période historique, ça peut aussi nous apporter des éléments de réflexion, mais ce n'est pas un travail d'historien, d'historienne, ce n'est pas un travail scientifique, c'est un travail, on va dire, d'ordre esthétique. En fait, une fois qu'on fait cette distinction, on peut, on va dire, l'esprit tranquille, regarder le film. Et là où c'est aussi important, c'est que le travail de réflexion sur un film et de réflexion historique peut aller au-delà seulement de traquer les erreurs. Dans Le Nom de la Rose, dans le film Le Nom de la Rose, ça ne va pas, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur. C'est intéressant, mais jusqu'à un certain point. Ce qui peut être un peu plus intéressant, c'est de se dire quel a été le projet de Jean-Jacques Hano, qu'est-ce qu'il a essayé de faire du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'il a voulu faire du Moyen-Âge, quelle vision du Moyen-Âge sous-tend son œuvre, et quel élément il a utilisé, et pour nous dire quoi. Et ça peut être un bon objet d'étude. Simon Hasdenteufel, vous participez au blog Actuel Moyen-Âge, à ce projet que nous aimons beaucoup, Actuel Moyen-Âge, sur... oui, non, mais c'est vrai que c'est fascinant de voir combien les échos contemporains reliés à ceux du passé, en l'occurrence du Moyen-Âge, même si le Moyen-Âge, faut le rappeler toujours, est une période très longue. Et là, nous sommes au XIVe siècle, c'est très particulier. Il y a au moins 3 Moyen-Âge, il faudrait périodiser, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'a voulu montrer Jean-Jacques Hano avec son Moyen-Âge, Simon Hasdenteufel ? À mon avis, alors il y a plusieurs choses, mais une chose essentielle, c'est une espèce de critique de l'obscurantisme religieux, de l'intégrisme religieux. L'Église est vraiment présentée comme une espèce de puissance encadrante, voire de puissance totalitaire. Je pense notamment à la scène de procès tenue par l'inquisiteur Bernard Guy. On a l'impression de voir les grands procès de Moscou. Dans la mise en scène aussi, très sombre, la lourdeur de la pompe, de l'inquisiteur, de l'église, et ce personnage, le doyen bénédictin de l'abbé, Jorg, qui refuse l'accès à la connaissance, qui refuse l'accès à un livre interdit. Pourquoi ? Parce que ce livre interdit, en fait, pourrait donner des armes à la population pour penser, pour réfléchir, pour prendre de la distance. Et ça, à mon avis, c'est un des messages essentiels de ce film. Je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et au vieux papier, au parchemin, ont eu des vibrations au moment où s'ouvre la porte de la bibliothèque, parce que Guillaume de Baskerville ne veut qu'une chose, lire un livre. Je veux voir un livre grec qui, selon vous, n'a jamais été écrit. Un ouvrage entièrement consacré à la comédie que vous haïssez, autant que vous haïssez le rire. Je veux voir ce qui est probablement le seul et unique exemplaire du second tome de la poétique d'Aristote. Ah, Guillaume, quelle
fabuleux bibliothécaire tu aurais fait. Tiens, profites-en, tu l'as bien mérité. Lis, feuillette ses secrets. Tu as gagné. Nous traiterons maintenant de la comédie qui exalte notre art de jouir du ridicule, usant du vulgaire et en prenant plaisir à cet art. Faut faire attention en tournant les pages de ce livre. Attention, Guillaume de Baskerville. Michel Pastoureau, bien sûr, il y a l'obscurantisme qui est vecteur porteur de tous ces problèmes dans le film Le Nom de la Rose. Mais malgré tout, et c'est peut-être ça qui met en avant, c'est qu'avec le personnage de Guillaume de Baskerville, nous avons aussi toute cette lumière portée par des hommes, des femmes du Moyen-Âge, ce savoir de l'Antiquité qui est toujours présent. C'est ça aussi, on peut le lire comme ça. Bon, alors bien sûr, là, il est un peu confisqué, ce savoir. Oui, d'ailleurs, il faut garder à l'esprit qu'au début du XIVe siècle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Europe occidentale, entre 8 et 10% de la population sait lire. En revanche, moins de 1% de la population sait écrire. Ça ne marche pas ensemble comme pour nous. Et puis, certains personnages, c'est ce que montre le film et le livre d'ailleurs, sont déjà modernes entre guillemets par rapport à ce début du XIVe siècle. Et Guillaume, bien sûr, en fait partie du point de vue des idées, du point de vue du savoir. On va entrer dans une nouvelle période, comme je le disais, il y a 3 Moyen-Âge en gros, un haut Moyen-Âge qui va jusqu'à l'an 1000, un Moyen-Âge central qui serait plutôt la période rose, et puis un Moyen-Âge finissant qui est plutôt noir. Faut quand même rappeler, moi qui suis historien, je suis toujours horrifié quand j'entends dans la presse ou auprès du grand public des formules du genre « on se croirait revenu au Moyen-Âge chaque fois qu'il y a des catastrophes horribles », alors que tous les historiens savent bien qu'en Europe, en tout cas, la période la plus sombre, c'est le XVIIe siècle. C'est pas du tout le Moyen-Âge. Au XVIIe siècle, c'est là où l'espérance de vie tombe le plus bas. Faut pas croire que c'est continu. L'espérance de vie, ça monte et ça descend. Vers 1650, on vit beaucoup moins longtemps que vers 1350 et plus encore que vers 1250. C'est l'époque, le XVIIe siècle, où la taille des hommes et des femmes et même des animaux tombe très très bas. On est tout petit, ce qui n'est pas du tout le cas au début du XIVe siècle. Bref, ce Moyen-Âge sombre, il a existé, mais il y a plus sombre encore, et en matière d'obscurantisme, de procès, d'hérésie, les XVIe et XVIIe siècles sont particulièrement performants, plus encore que le XIVe siècle, je crois qu'il faut le dire. Et en matière d'obscurantisme, parfois, notre temps lui-même... Lui-même, oui. Pas mal. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de vérité, D'abord, pour les historiens, leur devise, c'est le passé change tous les jours, grâce aux travaux des historiens. Mais donc, moi qui suis un vieux monsieur, je sais bien que un certain nombre d'idées, de documents qui étaient dans mon entourage dans les années 80 ne le sont plus aujourd'hui. J'ai vécu ces changements, et puis les générations qui vont me suivre auront d'autres idées, d'autres savoirs, d'autres documents. Ça a toujours été comme ça. Je suis souvent confronté d'ailleurs à ce problème-là, moi, dès que je touche pour les couleurs ou pour les animaux, à des questions de savoir scientifique. Un certain nombre de mes collègues, de mes amis même, physiciens, chimistes, ont l'idée que nos prédécesseurs se trompaient parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées que nous aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui on est arrivé à une certaine vérité. Or, ce qu'aux croient les plus grands savants aujourd'hui dans les sciences dures ou les sciences biologiques, ça fera rire aux larmes les grands savants dans 2, 3, 4 siècles. En être autrement, ça a toujours été comme ça. Et c'est important de le rappeler. Simon Anne d'Estefel, justement, dans cette évocation, on est revenu au Moyen-Âge, le mot moyenâgeux, l'adjectif moyenâgeux. Non, mais c'est terrible. Là, je s'en défaire. Vous aussi, vous pleurez à chaque fois que l'on entend ces évocations. Non, mais c'est vrai que c'est entré dans le vocabulaire. Oui. C'est une lutte au quotidien.
Complètement. Bon, bah, ça fait partie un petit peu d'un effort pédagogique. Alors après, quelle est la place du cinéma qui peut contribuer à véhiculer justement cette image. Mais ce qui est intéressant dans les distinctions chronologiques que Michel Pastoureau pointe, c'est que le nom de la rose, le roman et le film mettent aussi en avant, à travers le personnage de Guillaume de Baskerville, l'enquêteur, mettent en avant le goût pour la connaissance. Et il me semble, dans les recherches que j'ai faites sur le film, que c'est un aspect du film qui avait beaucoup plu à Jacques Le Goff, qui était très attaché à ces aspects-là de l'histoire médiévale, à mettre en avant l'histoire culturelle, l'histoire des savants au Moyen-Âge, et ça, il semble qu'il l'ait en partie retrouvé à travers ce personnage de Guillaume. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est que le nom de la rose, qui se déroule au début du XIVe siècle, va anticiper sur certains phénomènes historiques qui auront lieu plus tard, pour donner l'image d'un Moyen-Âge obscurantiste. Je pense, par exemple, surtout aux scènes de bûcher à la fin du film, qui sont terribles. La mise en scène est vraiment extrêmement sombre. Il y a ces chants lugubres de moines qui résonnent, qu'on a entendu dans l'extrait. Sauf que les bûchers, c'est plutôt quelque chose qui appartient à la Renaissance, à la chasse aux sorcières. C'est vraiment pas répandu à l'époque médiévale que met en scène le film. Et donc là, le film vraiment anticipe complètement et fait marcher à plein cette image d'un Moyen-Âge sombre. Et c'est pour ça que là, ça peut être un peu problématique si on veut utiliser le film à des fins pédagogiques, parce qu'on se trompe complètement. C'est vrai que le médiéviste rappelle toujours que la chasse aux sorcières, c'est particulièrement au XVIIe siècle, c'est Louis XIV. C'est là. XVIe siècle, oui. On peut rappeler aussi que l'affaire de la bête du Gévaudan, c'est pas en plein Moyen-Âge, c'est en plein XVIIIe siècle, et ainsi de suite. Le diabolique, il est là très longtemps. Voilà, c'est ça. Donc cette image sombre du Moyen-Âge qui transparaît plus ou moins intelligemment dans les films, parce qu'avec le nom de la rose, c'est sûr que nous avons une narration exceptionnelle. Puis, nous l'avons dit, c'est l'occasion de faire passer des idées complexes. Les films liés au Moyen-Âge ne font pas tous passer ces idées-là. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça l'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? Je peux plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Oublions toute la trame narrative. Le film Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré en 1993. Simon Hasenteufel. En fait, oublions, je vous dis, la trame dramatique, l'écriture, le scénario, et puis même, plein de choses. Mais dans la représentation du Moyen-Âge, nous ne sommes pas si éloignés du nom de la rose. Eh oui, complètement. La tonalité des deux films est très différente. On a un film dramatique d'un côté, comique de l'autre, et pourtant il véhicule une image semblable du Moyen-Âge à plusieurs égards, et c'est vraiment très intéressant cette opposition que fait Les Visiteurs entre ces temps médiévaux un peu indéfinis et notre époque moderne qui aurait inventé le fait de bien se tenir à table, la politesse, etc., etc. Et donc on aurait d'un côté l'âge barbare et de l'autre côté l'âge de la civilisation. Et ce qui est problématique avec ça, c'est que souvent cette opposition créée par les représentations cinématographiques, elle contribue à valoriser notre propre période comme si elle était supérieure, et donc à hiérarchiser les périodes dans l'imaginaire et reléguer le Moyen-Âge comme un ensemble qui serait barbare. Et puis toujours cette question du pouvoir, le pouvoir. Dans Le Nom de la Rose, nous avons le pouvoir de l'Inquisition, le pouvoir de l'Église, alors que il faut rappeler Michel Pastoureau, le monastère lui-même et seigneur, l'abbé est seigneur. Il y a des constructions sociales qui, sont souvent mises de côté, mais qui expliquent énormément le fonctionnement de ce Moyen-Âge. Oui, tout est hiérarchique, le pouvoir est partout avec ses degrés, et puis les conflits, même au sein de l'Église. Je disais tout à l'heure, le monde de l'évêque, ça n'est pas le monde de l'abbé.
au début du XIVe siècle. Il y a par exemple des conflits qui nous semblent risibles, mais qui ne le sont pas, entre la cloche du monastère et la cloche de la paroisse ou la cloche du seigneur, qui ont des sons qui portent trop loin et qui gênent le son de la cloche voisine. Voilà, donc on a des procès, donc des archives pour l'historien, et ça dure jusqu'au XVIIIe siècle, mais c'est déjà là au XIIIe, XIVe siècle. Cette question de pouvoir, vous la connaissez bien, Simon Hasdenstoffel. Alors, je donne le titre de votre thèse. Pratique, langage et conception du pouvoir chez les seigneurs de Romanée latine. Donc, nous sommes de 1204 à 1430. Une thèse sous la direction de... Une thèse sous la direction d'Elisabeth Crouzet-Pavant, une grande spécialiste de Venise, qui m'aide énormément dans le travail sur ce sujet, en effet, d'histoire politique, qui questionne la manière d'exercer le pouvoir, qui essaie de sortir aussi un petit peu des clichés sur des royautés qui seraient toutes puissantes, qui auraient tous les moyens de faire appliquer leurs ordres, qui essaie aussi de prendre de la distance par rapport à cette idée que l'État modèle, c'est l'État moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui essaie de voir d'autres formes de gouvernementalité à l'œuvre. Et effectivement, en matière de pouvoir, le film Le Nom de la Rose, il est d'un certain intérêt parce que on retrouve pas ces figures habituelles du pouvoir qu'on a dans beaucoup d'œuvres de fiction, les rois, les empereurs, les princes, les chevaliers, éventuellement les princesses. Là, on ne les voit pas. On n'a pas le roi de Jérusalem comme dans Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Là, on a affaire à un ensemble complexe de religieux qui ont des statuts différents, qui sont plus ou moins proches des laïcs, et on voit qu'un abbé, une abbaye, c'est comme un seigneur. Ça a des terres à gouverner, ça prélève aussi des taxes. Alors là, il y a 2 scènes, il me semble, dans le film de prélèvement de la dîme qui, sur un plan pédagogique, peuvent être très intéressants. On voit une file de paysans qui viennent avec les produits de leur ferme, les produits de leur travail agricole, qui viennent devant un guichet avec plusieurs moines qui leur disent tu nous dois tant, tes poules elles sont pas assez grosses, et ça nous montre que l'abbaye avait des terres et prélevait régulièrement des ressources, le plus souvent en nature, sur ces terres pour pouvoir s'entretenir et fonctionner. En revanche, Le Nom de la Rose ne montre pas la redistribution. Ensuite, c'est-à-dire que nous avons cette scène dans le film où les déchets de l'abbaye sont jetés comme ça et les paysans courent pour récupérer. Là aussi, les historiens que vous êtes, l'un et l'autre, peuvent apporter peut-être une nuance parce que il y a j'utilise des mots forts, mais un aspect social, un rôle social dans ces abbayes. Bien sûr, oui, là, cette scène est un petit peu exagérée. On est du côté du misérabilisme, on est du côté, comme vous l'avez dit, de la lutte des classes, et l'Église se comporte très très mal vis-à-vis de ces paysans. C'est pas toujours comme ça. Elle a aussi des actions charitables, elle a des fondations pieuses, elle accueille beaucoup de malades, etc. On est sur les 2 versants à la fois, comme à toute époque d'ailleurs, y compris la nôtre. Simon Hasdenstoffel. Oui, exactement. Il y a cette représentation dans le film que l'abbaye serait une forteresse coupée du monde. D'ailleurs, le bâtiment fortifié de l'abbaye s'inspire du château Castel del Monte, le château construit par l'empereur Frédéric II. Et il y a vraiment cet aspect donc fermeture entre d'un côté le monde des moines et de l'autre le monde des paysans. Alors qu'en réalité, ces 2 mondes sont étroitement mêlés pour tous les aspects qu'a souligné Michel Pastoureau. En fait, il y a peut-être un aspect, on pourrait dire, symbolique dans cette fermeture. Ça fait aussi référence à la fermeture de la connaissance. L'abbaye garde ses ressources, tout comme elle enferme la connaissance, et elle ne permet pas à la connaissance de circuler auprès des populations, dans l'espace public. Et là, on retrouve en effet ce propos politique, ce questionnement démocratique de la part de Jean-Jacques Hano. Et puis, dans cette image sombre du Moyen-Âge, nous l'avons dit, il faut de la boue, il faut des vêtements tachés, il faut des visages édentés, il faut évidemment un corbeau. Ah tiens, ça tombe bien, Michel Pastoureau, Le Corbeau, une histoire naturelle, c'est votre ouvrage. Mais c'est vrai, il y a des corbeaux. Bien sûr, mais obligatoirement. Il en faut. Chaque fois qu'on met en scène du sombre, du maléfique, le corbeau doit être là. Voilà, le corbeau et son cri. Vous vous souvenez de l'accueil par les historiens de ce film, Michel Pastoureau? Oui, alors dans les revues spécialisées d'histoire, l'accueil a plutôt été
favorable, si je puis dire, les comptes rendus laudatifs ou prudents, disons. Il n'y a pas eu trop de critiques sur tel ou tel point de détail, mais c'était insignifiant. En revanche, dans les conversations de couloir et ce qui ne laisse pas beaucoup de traces, les jugements étaient plus sévères. Jalousie, refus d'admettre que le cinéma c'était le cinéma et la recherche historique c'était autre chose. Il y avait un peu de cela aussi, mais dans l'ensemble l'accueil était quand même positif, et le fait que il y avait Jacques Le Goff qui était à la tête d'une équipe d'historiens, c'était aussi une garantie quand même de sérieux, même si Hannaux et Le Goff se sont un peu frictionnés vers la fin de leur collaboration, ça n'a pas d'importance. Et quelles étaient les critiques d'ailleurs dans ces couloirs sur le film? Les critiques sur le film, alors il y avait des points de détail sur tel ou tel élément, y compris des problèmes de costumes dont moi-même j'étais responsable. Et puis c'est l'idée au fond qu'on ose faire un film sur le Moyen-Âge, c'est pas accepté par tout le monde, et qu'on mette en scène un Moyen-Âge aussi noir, bien sûr. Ça c'était trop forcé, mais c'est déjà dans le livre, et puis il est indéniable quand même que à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, on entre dans une période en Europe occidentale où l'Église devient un immense tribunal et va le rester jusqu'au XVIIe, voire jusqu'au XVIIIe siècle. Il faut pas le nier, ça a existé. C'est sûr que Le Nom de la Rose, avec le costumier et le décorateur d'Ivanhoé, ce n'est pas le même film. Simon Hasdentoffel. Oui, il me semblait aussi, dans les recherches que j'avais faites sur le film, qu'un des aspects qui avait pu déplaire à Jacques Le Goff, c'était le dénouement du film. La première partie avait plutôt été appréciée par sa subtilité, mais par contre, la fin du film, qui est assez hollywoodienne et qui se clôt, on va dire, sur un happy end, avait quelque chose qui avait pu, déranger les médiévistes. Tout ce travail pour finalement aboutir à une trame narrative assez éculée, déjà vue plein de fois. Est-ce qu'il n'y avait pas une manière de faire les choses, le dénouement de l'histoire de manière plus subtile? Il m'avait semblé, que c'était une des critiques que Le Goff avait pu adresser. Oui, la fin donne au film l'aspect d'une grosse machine, ce qu'il n'est pas dans la première partie, et ce qui n'était pas dans le but initial. Ça devient, comme vous l'avez dit, hollywoodien, et en plus c'est anachronique puisque ces histoires de bûcher et presque de sorcellerie, c'est trop tôt, 1327. Et puis vous, Michel Pastoureau, alors bien sûr, je ne vais pas lire votre bibliographie, mais il y a tous vos ouvrages sur les couleurs. Plus récemment, il y a cet ouvrage consacré aux rayures, une histoire culturelle publiée au Seuil, enfin comme tous vos ouvrages, ou encore Le Corbeau. Comment faites-vous pour regarder ces films? Arrivez-vous à vous détacher de l'analyse quand vous regardez un film qui traite du Moyen-Âge? Franchement parler, non. Et c'est vrai pour le Moyen-Âge, c'est même vrai pour l'Antiquité, puisque je suis aussi un peu spécialiste de l'histoire romaine. Et donc, il vaut mieux que je regarde des films qui portent sur des époques et des cultures que je connais mal, et où je peux apprendre des choses, ou en tout cas, je joue mieux le jeu du spectateur. Donc, il vaudrait mieux que je ne regarde pas trop pour mon plaisir personnel, mais professionnellement, si on me le demande, bien sûr. Éventuellement, cela peut apporter des questions, comme vous le soulignez. Voilà, l'interrogation. Tiens, ici, ils ont mis ça. Mais qu'est-ce que ça pouvait être? Au moins, déjà, le questionnement est intéressant. Le questionnement est toujours intéressant, c'est même ce qui est le plus passionnant dans le métier d'historien, et notamment quand on vit un peu longtemps, on s'aperçoit que ce que l'on pensait, ce que l'on croyait il y a quelques décennies, eh bien, est devenu obsolète, c'est nuancé, c'est complété, c'est transformé. Ça a toujours été comme ça, et il n'y a pas de raison que cela change. Eh bien, plaisir en tout cas de bénéficier de votre éclairage à l'un et à l'autre. Merci beaucoup Michel Pastoureau. Et maintenant, nous allons rejoindre vos corbeaux et vos rayures. Et merci beaucoup aussi à vous, Simon Hasdentoffel. Et écoutez, nous attendons cette pratique langage et conception du pouvoir. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi le choléra fut-il un enjeu de la lutte des classes au XIXe siècle? Les grandes épidémies comme celle que nous venons de vivre avec la Covid-19 ont toujours provoqué de profondes crises sociales dont l'un des enjeux majeurs concerne les inégalités face à la mort.
Pour illustrer ce point, je consacrerai ma chronique d'aujourd'hui à l'épidémie de choléra qui a décimé une partie de la population parisienne en 1832. Ce fléau n'a touché massivement l'Europe qu'au début du XIXe siècle. En 1830, il fut signalé en Russie. L'année suivante, il toucha Berlin et atteignit Paris en 1832. Entre le mois de mars et le mois de septembre, le choléra morbus causa la mort de 18 500 habitants de la capitale. Au total, l'épidémie fit environ 100 000 victimes en France, dont 19 000 rien qu'à Marseille. Le choléra se propagea avec une telle rapidité qu'il provoqua un profond désarroi dans le milieu médical. Ceci d'autant plus que les grandes épidémies meurtrières n'avaient plus touché la France depuis celle de la peste en 1720. Le choléra étant perçu comme un fléau des pays pauvres contre lequel il n'existait aucun remède. Les incertitudes du monde savant alimentèrent une vaste polémique au cours de laquelle deux camps s'affrontèrent avec force. Les contagionnistes, fidèles aux pratiques prophylactiques mises en œuvre depuis des siècles contre la peste, estimaient qu'il fallait isoler les malades en les plaçant en quarantaine, alors que les anti-contagionnistes affirmaient que le regroupement des malades en un même lieu ne servait à rien, car cela n'aboutissait qu'à déplacer le foyer d'infection et à le renforcer. Pour eux, la bonne attitude consistait à localiser les foyers malsains pour les neutraliser tout en traitant simultanément les personnes infectées. Au-delà des arguments scientifiques, cette polémique était sous-tendue par des enjeux économiques et sociaux de première importance. Les anti-contagionnistes étaient pour la plupart des médecins libéraux qui considéraient qu'isoler les malades était une forme de discrimination contraire aux intérêts du commerce. Dans un contexte où l'élan de la Révolution de 1830 était encore vivace dans le peuple de Paris, les militants ouvriers dénoncèrent eux aussi les mesures d'isolement en accusant le gouvernement de vouloir, je cite, « enchaîner la liberté des peuples que l'aurore de juillet 1830 avait fait surgir ». Quant aux bourgeois, ils craignaient surtout d'être contaminés à leur tour par une maladie dont ils rendaient responsables les classes pauvres. Leur crainte fut décuplée lorsqu'ils apprirent que le banquier Casimir Périer, qui était également le président du Conseil, avait succombé lui aussi à l'épidémie de choléra. Cette menace incita les nantis à se montrer plus solidaires que de coutume à l'égard du peuple pour tenter d'enrayer le fléau. Comme il n'existait encore aucune solution purement médicale, les gouvernants privilégièrent des mesures sociales. Des enquêtes statistiques démontrèrent que le choléra touchait en priorité les quartiers les plus pauvres de la ville. Du coup, les médecins hygiénistes, comme le docteur Villermé, qui dénonçait depuis plusieurs années les taudis insalubres, commencèrent à être entendus. Une politique de santé publique put ainsi prendre timidement naissance. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André, avec aujourd'hui à la technique Jacques Azubert, une émission préparée par Marion Dupointe, Tostiane Vudel, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwen Guiziou, émission à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.